Mardi Santé, quand je vous l'annonçais, donc s'intéresse au paludisme. Le paludisme transmis à l'homme par des piqûres de moustiques est une maladie potentiellement mortelle. L'Afrique porte quasiment à elle seule le fardeau de cette pathologie avec 95% de cas dans le monde et 96% de décès. Après 20 ans de progrès, eh bien, la lutte contre la maladie stagne et la mortalité a même connu un rebond de 12% par rapport à 2019 selon les statistiques. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons explorer le lien entre paludisme et drépanocytose. Nous parlerons des symptômes, du diagnostic et du traitement du palud chez les patients drépanocytaires. Yasmine Dabata, bonjour. Bonjour Rodrigue Eman, Amégan. Comment allez-vous? Ça va très bien. Mais un plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé de vous retrouver, plaisir de retrouver également mes téléspectateurs. Pour parler d'une pathologie qui a l'air toute banale parce qu'on crée dans le quotidien des Béninois, des Africains, mais qui est tout aussi potentiellement mortelle et qui tue davantage. Oui, qui tue davantage et qui est aussi fatal quand on est un patient portant la drépanocytose. Et c'est ce que nous allons voir avec votre invité du jour. Oui, et l'invité du jour, elle est médecin pédiatre, docteur Dedino. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous vous portez? Ça va très bien, merci. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la drépanocytose. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes en saison pluvieuse et les moustiques sont déjà là et les enfants, c'est bienvenu le paludisme. Alors nous allons partir d'une simple définition de la drépanocytose pour que même les tout petits à la maison puissent comprendre c'est quoi la drépanocytose. Merci madame. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui est due à une anomalie de l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est la protéine essentielle du globule rouge et qui assure le transport de l'oxygène dans tout notre organisme. D'accord. Pour dire plus simple, la drépanocytose, c'est une maladie du sang. D'accord, c'est une maladie du sang. Alors, quelles sont les différentes formes de cette maladie du sang que les enfants ou les personnes portant cette maladie peuvent développer? Ok, nous avons au Bénin 3 formes majeures de drépanocytose qui sont fréquentes chez nous. C'est les formes SS, D'accord. les formes SC et les formes S-bêta-thalassémie. Voilà les 3 formes majeures de drépanocytose que nous rencontrons souvent chez nous au Bénin. Et est-ce qu'il y a des signes pour reconnaître ces patients qui portent cette affection pour que les parents puissent vite détecter qu'ils sont drépanocytaires ou pas? Voilà, il y a des manifestations cliniques. Il faut dire que c'est plusieurs manifestations cliniques qui sont résumées en 3 grandes manifestations. La première grande manifestation, c'est les épisodes vaso-occlusifs qui se manifestent essentiellement par des cris de douleur. D'accord. Une douleur au niveau des articulations, une douleur au niveau des os. C'est une très grande manifestation qui donne même dans plusieurs ethnies le nom à la maladie. La deuxième grande manifestation, c'est l'anémie. D'accord. L'anémie qui se manifeste par une pâleur, c'est des enfants qui sont pâles, qui ont les yeux jaunes, qui ont les urines souvent Coca-Cola. Ça, c'est la deuxième grande manifestation. C'est une anémie chronique qu'ils tolèrent bien et de façon physiologique qu'ils supportent. La troisième grande manifestation, c'est les infections. Des enfants qui sont très susceptibles aux infections, facilement ils attrapent les infections. Donc, c'est les 3 grandes manifestations qui peuvent pousser un agent de santé à faire confirmer le diagnostic par l'électrophorèse de l'hémoglobine qui nous permet d'affirmer qu'un sujet porte la drépanocytose. Pour certains, être atteint de drépanocytose serait une forme d'immunité pour le paludisme. Est-ce vrai? En fait, le sujet atteint de drépanocytose porte une double mutation. D'accord. Comme je vous ai dit plus tôt, il y a des formes SS, des formes SC ou les formes S-bêta-thalassémie. Ceux qui ont une protection relative contre le paludisme, c'est les sujets porteurs de traits de drépanocytose, c'est-à-dire les AS, les AC, qui ne sont pas des sujets atteints de drépanocytose, mais qui sont à risque de transmettre la drépanocytose. Ils ne sont pas symptomatiques, ils n'ont pas des manifestations de la drépanocytose. Ils ont des traits. Et ce qui se passe chez eux, c'est que ce parasite, dans sa dernière phase, se multiplie au niveau des globules rouges, qu'ils éclatent. Et chez ces sujets qui sont porteurs de traits,
ce parasite a du mal à se développer dans leurs globules rouges, ce qui leur confère une protection relative allant jusqu'à de 60 à 90%. Ils ne feront pas des formes graves de paludisme. Ils peuvent faire des accès paludisme simples, mais ils ne feront pas souvent des formes graves. D'accord. Voilà. Donc, c'est les porteurs de traits. Le sujet atteint de drépanocytose, le paludisme est grave chez lui. Ah, alors là, la nuance y est. Oui. Quand on est porteur de traits, de drépanocytose. Donc, on porte le S, mais pas en fort taux. Voilà. Quand on est AS ou bien AC. Ou AC, voilà. On peut ne pas faire une forme grave de palu. Voilà. Et c'est eux qui ont une protection relative. Pas mais quand on est SS, non. D'accord. Alors, comment se manifeste le palu au niveau des personnes qui portent la drépanocytose? Voilà. En dehors des manifestations cliniques ordinaires qu'on connaît chez le sujet qui porte le paludisme, notamment la fièvre, la courbature, les urines Coca-Cola et d'autres signes de gravité comme l'anémie, les troubles neurologiques, le sujet atteint de drépanocytose, comme je vous l'ai dit, dans les manifestations cliniques, il y a l'anémie. Oui. Donc, de façon physiologique, ils n'ont pas des taux d'hémoglobine très élevés. Et ce parasite, je vous ai dit que dans sa dernière phase, se développe au niveau des globules rouges qui éclatent. Donc, en éclatant les globules rouges, le parasite vient aggraver cette anémie chez le sujet atteint de drépanocytose. Donc, c'est des sujets, quand ils sont atteints de paludisme, feront des anémies sévères. Rapidement, leur taux d'hémoglobine chute et va dans des taux très très bas, ce qui peut être fatal pour eux. Et cette maladie également peut déclencher des crises de douleur chez eux. Parce qu'en brisant les globules rouges, ça alourdit le sang et ça peut être sujet de crise de douleur. Ça peut déclencher les douleurs chez ces sujets. Ça peut également fragiliser leur organisme et laisser les infections éclore. Voilà. Donc, ça va dans tous les sens. Donc, le mieux, c'est de les surveiller dès que les enfants... Et c'est forcément des signes, des crises qu'ils font, ou les crises peuvent ne pas venir du tout. Les crises peuvent ne pas venir. C'est pour ça que le plus souvent, ce qu'on recommande, si un sujet atteint le paludisme, il vaut mieux ne pas traiter par automédication et rester à la maison. Il faut se porter vers un agent de santé, parce qu'il y a des choses qu'on surveille. Il y a des moments où on donne le traitement par voie orale, par exemple. Il y a d'autres moments où on décide de traiter par voie injectable. Voilà, en surveillant un certain nombre d'éléments pour ne pas passer à la fatalité. Et jusqu'à quel âge ils peuvent développer le paludisme, ou c'est à vie? Tant qu'il est drépanocytaire, à vie, il va développer le paludisme. Oui, c'est comme tout le monde. Tant qu'on est dans des zones d'endémie, paludisme, et que les mesures préventives ne sont pas bien mises en place, ils vont développer le paludisme. Même quand on met en place des mesures de prévention, ils développent quand même le paludisme. Mais ces mesures de prévention amoindrissent le plus souvent le taux de paludisme chez eux. Tout à l'heure, vous avez déjà abordé quelques pans du traitement. Est-ce qu'on peut plus aller en profondeur, mieux expliquer comment se fait le traitement du paludisme pour les patients atteints de drépanocytose? Voilà, comme je vous le disais plus tôt, un sujet qui est atteint de paludisme doit se porter vers un agent de santé, parce qu'on confirme le diagnostic par un frottis sanguin ou un test de diagnostic rapide. Et chez eux, comme je vous ai dit que ça aggrave le plus souvent l'anémie, on fait une numération formule sanguine pour voir à quel taux ils sont. Voilà, on analyse leur urine pour voir est-ce qu'ils ne sont pas en train de trop hémolyser et tout ça. Et en fonction de tous ces éléments, on décide de quel traitement on va mettre. Est-ce qu'on va passer par voie orale ou par voie injectable? Quand c'est par voie injectable, c'est l'artesunate injectable qu'on utilise chez eux. Parfois, on utilise la quinine. Mais par voie orale, c'est la quinine. Nous sommes toujours accrochés à la quinine chez les sujets atteints de drépanocytose. On utilise également parfois les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine chez eux également. Mais c'est quand il n'y a pas la quinine qu'on utilise ces combinaisons. Surtout, il y a des cas d'enfants où ils ne supportent pas la quinine. Oui, quand ils ne supportent pas, on utilise les CTA. De plus en plus, on nous parle de vaccin contre le paludisme. D'ici le 25 avril, nous aurons un vaccin contre le paludisme. Est-ce que les patients portant la drépanocytose également peuvent bénéficier de ce vaccin et se dire ouf, de soulagement? Effectivement. Et nous conseillons également ce vaccin pour nos sujets atteints de drépanocytose. Ça leur fera du bien également parce que ça fait partie des mesures préventives et ça va renforcer ces mesures de prévention mécanique que nous avons l'habitude de leur conseiller.
Donc le vaccin viendra à point nommé chez ces sujets également. Alors, quelles sont les mesures préventives pour éviter à un patient portant la drépanocytose de faire un paludisme? Ok, c'est les mesures générales, ce qu'on conseille chez tout le monde. Jusque chez eux, on dit de renforcer vraiment, d'être vraiment rigoureux par rapport à ces sujets qui sont atteints de drépanocytose. C'est l'assainissement du milieu. Ils doivent vivre dans un milieu propre, aéré. C'est de grillager les portes et fenêtres, de pouvoir dormir sous moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et dès qu'il y a les premiers symptômes, de se rendre dans un hôpital pour éviter les complications. Vous pouvez nous rappeler les soins qu'on donne aux personnes portant la drépanocytose? Alors, comme je vous l'ai dit, les soins préventifs sont les soins préventifs de façon générale. Oui, de façon non pas par paludisme, les soins généraux. De façon générale, oui. Voilà. Je vous ai dit, les soins sont en rapport avec les manifestations que ces sujets présentent. D'accord. Pour lutter contre la survenue des crises, on leur demande de bien s'hydrater. Et puisqu'ils ont une anémie chronique, il y a des médicaments qu'on donne pour aider la moelle osseuse à produire, renouveler tout le temps les globules rouges chez eux. J'ai vu de donner les oui, j'ai compris, c'est l'idéal. Et par rapport à la susceptibilité aux infections, on demande de rendre propre le cadre. Et il y a des antibiotiques qu'on donne de façon permanente tous les jours. Au quotidien, ils ont des antibiotiques qu'ils doivent prendre. Ils doivent renforcer les vaccins pour être au plan immunitaire bien. Donc, c'est des patients qui doivent finir carrément le calendrier vaccinal. Oui, et boucler le calendrier vaccinal et faire les rappels quand il le faut. Et c'est jusqu'à quel âge les rappels du vaccin? Les rappels chez les sujets atteints de drépanocytose, c'est jusqu'à l'âge adulte. Wow. On ne limite pas. Il y a des vaccins à chaque période et puis quand ils sont bien suivis, on leur fait ces vaccins. Également, dans les recommandations pour le soin, on prévient également le paludisme chez eux. On prévient les formes graves chez eux. Nous, on est toujours attachés à la chloroquine. C'est avec ça qu'on continue de faire la prévention chez les sujets atteints de drépanocytose. Vous pouvez nous rappeler un peu la place de l'eau et du sel dans le traitement ou le suivi du patient drépanocytaire? Voilà. Le sujet atteint de drépanocytose perd de l'eau et du sel. Et c'est, comme je vous l'ai dit, c'est des sujets qui ont une anémie. Les globules rouges se cassent tout le temps, ce qui alourdit le sang. Voilà, donc cet alourdissement du sang est à l'origine des crises de douleur. Voilà, donc ce qu'on recommande, c'est qu'ils s'hydratent pour fluidifier un peu le sang et faciliter la circulation du sang dans leur organisme. Donc l'eau est très très importante chez eux. C'est le traitement de base même. Hydratation. Quelle quantité par jour selon le patient? Oui, la quantité se définit par rapport au poids de l'enfant. D'accord. Voilà. Mais il faut qu'ils boivent beaucoup d'eau. Ils doivent boire beaucoup d'eau. Edmond, je ne sais pas, vous n'êtes... Aujourd'hui, j'ai vu que la drépanocytose et le paludisme, vous fuyez cette thématique. Non, pas du tout. Je suis studieux, j'écoute, j'apprends. Par moments aussi, c'est important d'écouter, d'apprendre et de comprendre. De comprendre, c'est très important. Et pourquoi je suis resté comme un apprenant à écouter le cours magistral du professeur. C'est aussi important. Mais je voudrais qu'on parte des exemples simples d'enfants. Parfois, les enfants, ils ont le paludisme. On a de ces enfants qui ne montrent pas les signes de la maladie. Quels sont les gestes que les parents peuvent faire? Parce que les parents, c'est souvent pas systématique d'amener les enfants aux soins. Oui, mais il faut connaître son enfant, il faut le surveiller. Parce que parfois, la maladie peut débuter simplement par le retrait du jeu. Un enfant qui joue, qui s'amuse, le plus souvent, il commence par se retirer du jeu. Peut-être qu'il se sent fatigué, on ne sait pas. Donc, il faut connaître son enfant et le surveiller. Donc, on peut ne pas avoir les manifestations classiques. Peut-être qu'il commence par uriner Coca-Cola. Les urines ne sont pas... C'est pas normal d'uriner Coca-Cola. Donc, il faut surveiller son enfant, il faut le connaître pour voir quand est-ce que ça ne va pas et pouvoir recourir à un agent de santé. Parfois, c'est une baisse d'appétit. Surtout quand ils sont dans des zones d'endémie, on n'a plus les signes classiques, les signes forts comme la fièvre, les grandes manifestations. Peut-être c'est une perte d'appétit. Il ne faut pas dire non, il n'a pas l'appétit, je vais acheter des vitamines. Surtout quand c'est un sujet atteint de drépanocytose, il faut se diriger vers un agent de santé. Et à quelle fréquence vous faites une consultation? Chez nous, au centre, par rapport au suivi du sujet atteint de drépanocytose, c'est en fonction de l'âge
que nous faisons le suivi parce que le sujet atteint de drépanocytose, qu'il soit malade ou pas, il doit voir l'agent de santé, c'est-à-dire le médecin spécialiste qui le suit. Voilà. Quand ils ont moins d'1 an, c'est tous les mois qu'on les reçoit. Qu'il ait quelque chose ou pas, il vient pour son suivi. On a des contrôles qu'on fait. Est-ce qu'ils font bien tout ce qu'on leur a recommandé? On vérifie le poids. On essaie de traquer les différentes complications que ces enfants peuvent présenter. Après 1 an, jusqu'à l'âge de 2 ans, c'est chaque 2 mois. Et après 2 ans, c'est tous les 3 mois. Et à l'adolescence, quand ils sont bien compliants, on passe à chaque 4 mois. Voilà, donc c'est un suivi qui est vraiment rigoureux pour ne pas avoir à gérer les complications liées à cette maladie. Mais en cas de saison pluvieuse, on sait que le paludisme est bien là, présent. À quelle fréquence on peut faire consulter son enfant ou même soi-même Non, en fait, quand en période de saison pluvieuse, on les sensibilise. Il faut renforcer les mesures de prévention et au moins de symptômes, consulter. On ne donne pas de fréquence. Au moins de signes, il faut consulter. Et puis, ils ont nos numéros. Ils ont près de 7 numéros qui peuvent appeler à n'importe quel moment de la nuit, de la journée. Ils peuvent nous consulter, vous dire « Ah, mon enfant te présente des choses, venez chez nous. » Parce qu'en saison pluvieuse, ce n'est pas que le paludisme que nous on redoute, parce qu'il y a la fraîcheur qui s'installe. D'accord. Donc, ça peut aussi être source de douleur chez ces enfants. Ah bon? Oui, donc il y a beaucoup de choses dans le paludisme. Je précise que Mme Edwige Dedino, notre docteur pédiatre, est au centre de prise en charge des drépanocytaires au CNHU. C'est bien cela? C'est bien cela. C'est docteur Edwige Dedino, épouse Kosovo. Merci pour la précision. Oui. Pour tous ceux qui avaient déjà commencé par se poser des questions, la clarification était importante. Oui. Monsieur Kosovo peut rester tranquille. On va veiller sur ses intérêts. Oui, puisqu'on appelle tout le temps, elle vient de le dire, elles sont accessibles tout le temps, même la nuit quand elles dorment. On peut appeler pour quand l'enfant a des soucis. Oui. Mais vraiment, chapeau à vous, c'est pas donné. Ça veut dire que les médecins même ne se reposent pas pour ces enfants. Non. Eh bien, on peut dire que le centre continue de fonctionner. Si. Nos activités continuent normalement. Rien ne s'est arrêté malgré la dissolution. C'est juste une réorientation des choses. Merci pour la précision. Mais de toute façon, on va s'y intéresser dans pas longtemps. Probablement la semaine prochaine, on va s'intéresser évidemment donc, à ce centre de prise en charge des personnes atteintes de la drépanocytose. On va voir de plus près ce qui s'y passe, comment est-ce que cela fonctionne et quelles sont les implications de cette dissolution, comment est-ce qu'on se réorganise. Voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus, bien sûr, par ici sur 5 sur 7 matin. Ce sera un plaisir d'être sur ce plateau pour en parler. Merci. Je ne sais pas si Dr Dedino sera avec nous. Épouse Kosovo, c'est ça, non? Je ne sais pas pour le moment. D'accord, on verra bien. Oui. Docteur, bon, j'ai fait un docteur Eman. C'est pas mal aussi. Docteur. Mais ça vous va aussi, hein? Pourquoi pas? J'ai la tête d'un docteur, n'est-ce pas? Oui. Pas un médecin, mais un docteur. Oui, un docteur. Un docteur n'est pas forcément un médecin, c'est que vous le savez. Voilà. On va recevoir docteur Tchouki à présent. Tout de suite. Merci. Merci, Emma. Bonne journée à vous. 5 sur 7 matin, mardi, environnement s'installe à la suite de Yasmine Damata. On parle de pollution sonore, toutes ces personnes qui nous empêchent de dormir chez nous.